Donc, que vous soyez des fidèles des différents webinaires ou que ce soit la première fois que vous participiez, Jardiner autrement est heureux de vous accueillir. Donc aujourd'hui, la séance est consacrée au 5e webinaire sur une série qui a débuté à la fin du mois de mai, je crois bien, et qui a pour thème quels sont les leviers du jardinier pour qu'il œuvre en faveur du climat, c'est-à-dire qu'il lutte à sa façon, à son niveau, contre les effets néfastes du réchauffement climatique. Pour aujourd'hui, donc, le thème, c'est la gestion des déchets qui sont produits au jardin. C'est une thématique qui nous permet d'accueillir Gilles Mélin et Joseph Chauffret. Donc, Gilles Mélin, si je puis dire, est tombé dans le jardinage comme Obélix est tombé dans la potion magique, nous a-t-il dit, dès l'âge de 4 ou 5 ans. Et puis, il en a fait une partie de son activité professionnelle, puisqu'il a été formateur agricole à la Bergerie nationale, entre autres. Il a créé le CNJCF, il y a participé, il s'occupe d'une association de jardins collectifs et familiaux. Il est actuellement adjoint à la commune de Ris-Orangis. Et nous passons en passant de l'Île-de-France à la Normandie, parce que pour le deuxième intervenant, Joseph Chauffret, qui est au départ un jardinier amateur dans la banlieue de Rouen, et qui maintenant en a fait son activité puisqu'il est auto-entrepreneur sur la formation en jardinage et le design au jardin. Donc les deux interventions se compléteront. Gilles débutera pour nous parler sur un aspect un peu plus théorique, c'est-à-dire qu'il nous expliquera quelles sont les interactions et ce qui se passe entre un déchet qui est mis au sol, le sol et les micro-organismes. Et quant à Joseph, lui, il partira de ses pratiques, ce qu'il fait dans son jardin, avec les déchets, entre autres, et voir comment les différentes actions du jardinier contribuent justement à améliorer le jardin et puis à lutter contre les effets néfastes du réchauffement climatique. Donc, si Gilles est prêt, on va basculer sur sa présentation. Oui. Chacun des deux orateurs aura une vingtaine de minutes maximum. Pour les auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions directement au fil des présentations. Ils seront répondus à la fin, à l'issue des deux présentations. Pour ce faire, vous avez en bas de votre écran avec les configurations. Donc, vous cliquez, et puis elles seront traitées et il sera rendu en fin de séance. Donc, Gilles, c'est à vous. Bien. Voilà, c'est parti. C'est à vous, Gilles. Voilà, j'avais fait quelques. On y va. Donc, bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi de ce petit. On va commencer. Allez-y. Changer la. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, un peu dialectique peut-être. C'était de dire, cher jardinier, qu'on a dit déchets. Et comme c'est bizarre, bon, si on disait ressources. Pour moi, qu'effectivement, la matière organique doit être considérée comme une ressource. Bon, si elle est principalement végétale ou animale, elle doit tout au long de sa vie concourir à l'économie d'énergie tout au long de ce processus de valorisation locale, et j'insiste sur le local, et donc par la diminution des flux nécessaires à la production des légumes par l'économie de carburants fossiles et de tous les intrants naturels ou de synthèse. Voilà, donc le jardinier veillera donc à être un acteur de l'économie circulaire en utilisant au plus près ses ressources, au plus près de son jardin, sans forcément aller les chercher au plus lointain. On change de diapositive. Donc les ressources organiques disponibles que l'on peut avoir sous la main doivent être considérées et sont considérées actuellement par les promoteurs de l'agroécologie comme étant le carburant
de l'agroécologie. Donc, on a un peu perdu ça à travers des pratiques qui nous ont été imposées dans les 30 glorieuses. Donc, c'est principalement ces ressources végétales qu'il est important de classer un peu par rapport à leur, disons, taux en lignine. Donc, soit elles sont très ligneuses ou pas du tout. Donc, on peut partir des feuilles vertes, principalement les gazons, les épluchures de légumes qu'on peut avoir à la maison, les fruits abîmés également qui peuvent être réinvestis, les tiges, qu'elles soient tiges de foin, de paille, rafles diverses, de pulpe, de raisin par exemple, pour ceux qui ont accès. Et bien entendu, après tout ce qui va être plus solide, les brindilles, les rameaux, les sciures et les copeaux, et les bois déchiquetés que l'on nomme maintenant BRF pour bois raméal fragmenté. Donc ensuite, nous avons tout ce qui peut être ressources animales qui vont être plus ou moins concentrées compte tenu de leur teneur en éléments végétaux. Donc on va avoir les fumiers plus ou moins pailleux, les crottins, les fientes de volaille, les purins et les urines. Ensuite, on a des choses qui sont moins utilisées, mais qui peuvent l'être en termes de paillage, que ce sont les laines. Malheureusement, elles ne valent plus grand-chose maintenant pour le textile, donc elles sont parfois utilisées. Pour la Bergerie nationale, nous avions fait des essais justement sur ces laines un petit peu les moins riches. Tout ce qui va être poils et plumes, cornes, carapaces de crustacés, arêtes de poissons, qui sont intéressantes et qui peuvent ramener des éléments autres au sol, entre autres le phosphore. Et puis bien sûr des ressources minérales d'origine biologique, que sont les cendres de bois, les coquilles d'œufs et les coquilles de mollusques, qui peuvent apporter en plus des éléments qui peuvent manquer au sol, entre autres le calcium. On peut changer de diapositive. Voilà, donc les matières organiques ne manquent vraiment pas d'air. Effectivement, si on regarde bien la teneur de ces matières organiques, c'est un assemblage d'atomes différents que sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Ce que j'appelle vulgairement et un peu en clin d'œil le chon, et que c'est cet ensemble-là qui principalement provient de l'air, qui vient et qui va structurer les plantes. En fin de compte, nos plantes se servent très peu du sol. Elles utilisent principalement des atomes qui sont contenus dans l'atmosphère. Donc, si elles combinent trois de ces principaux, bien entendu, il y aura les phosphores, potasse et calcium, comme on le voit en fin du schéma central. Si elles combinent plutôt des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, on aura toute la famille des sucres qui composent les plantes et qu'on va retrouver forcément en utilisant ces plantes. Donc là, on va avoir tout ce qui va être plus ou moins complexe comme sucre. On va avoir des sucres simples. Le plus simple, c'est le glucose, mais bien entendu, on l'a très peu dans les plantes en termes où on les utilise sous cette forme de ressources. Et on va avoir surtout du fructose, si on met des fruits, de l'amidon, si on met des choses plus compliquées comme des résidus de céréales, de la cellulose, si on commence à rentrer dans tout ce qui est feuilles, et de la lignine dans tout ce qui est bois. Et puis, bien entendu, j'ai mis la chitine, parce qu'effectivement, je parlais de la carapace des crustacés. Eh bien, c'est un sucre qui, lui aussi, peut être utilisé dans ces éléments-là. Si à ce CHO, on adjoint l'azote et les molécules d'azote, on aura donc tout ce qui va être principalement les protéines que l'on va retrouver sous des formes importantes dans les végétaux, que sont les gluten, la chlorophylle, bien entendu, et les dérivés de la chlorophylle. Il n'y a pas que la chlorophylle, il y a d'autres pigments qui sont dans les feuilles. Et puis la kératine des poils que l'on a cité. Et puis je mets l'hémoglobine par rapport
aux déchets de sang qui peuvent être utilisés également en agriculture et en agriculture biologique comme engrais coup de fouet. Voilà, donc ce travail qui doit être une combustion lente de ce chon brut en matière qui va se dégrader progressivement et former ce qu'on appelle ou ce qu'on a appelé globalement et vulgairement un peu l'humus, avec une durée de dégradation importante qui peut aller jusqu'à 50 ans pour qu'effectivement on arrive à une minéralisation totale de l'humus. Et donc il faut, pour arriver à ce niveau de cendre, environ une cinquantaine d'années. Voilà, on peut changer de diapositive. Donc, lutter pour le climat, c'est bien amender son sol en fumant au chon. Donc, cette dégradation des matières organiques, bien entendu, elle produira inévitablement dans tout l'écosystème, dans toutes les relations et les flux qui sont là, elle produira forcément des gaz qui seront aussi responsables de l'effet de serre, puisque toute respiration, toute fermentation produira du gaz carbonique principalement et produira aussi des gaz à partir de l'azote qui sont aussi des gaz importants. Donc, par contre, le levier dont dispose le jardinier, c'est la manière dont se fera la dégradation. L'intérêt, c'est d'avoir une combustion lente dans un sol aéré. Ça, c'est l'évidence. Le sol tassé, il n'y a pas de dégradation et on va avoir des problématiques bien plus importantes si le sol est asphyxié pour une raison ou pour une autre. Et donc, il faut une combustion lente de cet ensemble de matières organiques et dans un sol aéré, puisqu'il faudra de l'oxygène qui, elle aussi, est un carburant important pour tous les micro-organismes du sol. Donc, plusieurs façons de procéder, et je pense qu'on aura des explications tout à l'heure et des détails visuels plus importants que mes mots. Donc, à même le sol, c'est la technique du paillis ou du mulch, mulch étant un mot anglais qui a été dérivé d'un vieux mot français. Donc, soit la chose que l'on faisait couramment et que nos grands-pères nous apprenaient, c'était d'enfouir dans des labours plus ou moins profonds ces matières dans le sol pour nourrir soi-disant le sol et les vers de terre. On s'aperçoit qu'en fin de compte, il n'y a pas besoin de rentrer si profond que ça, à moins que nous soyons dans la constitution de buts de permaculture, où effectivement, là, c'est un apport massif de matières organiques qui vont être mises en place au début et qui évolueront doucement. Donc ensuite, l'autre technique qui est plus maîtrisée peut-être parce que plus confinée et sur laquelle on peut agir de manière plus précise et de manière plus importante sur les conditions de température et d'hygrométrie, c'est le compostage et sur lequel on va pouvoir maîtriser l'équilibre carbone sur azote, qui est un équilibre important dans cet équilibre. Et puis, on voit bien que si on a une combustion rapide par brûlage, eh bien, on remet dans le sol uniquement les cendres et on envoie dans l'atmosphère du gaz carbonique et des oxydes d'azote qui sont des agents pas du tout intéressants pour éviter le réchauffement climatique. On va y aller, on continue. Voilà. Donc, l'utilisation de ces ressources organiques, c'est la gestion de l'éco-agrosystème. Donc, j'ai pris l'exemple du paillage et du mulchage, prenons le principe que c'est à la fois le plus facile à réaliser si on le maîtrise bien et le moins demandeur d'énergie pour le jardinier. Donc, principalement, plusieurs des actions qui sont la protection du sol, une lutte contre l'évaporation, donc une économie d'eau, donc une économie d'énergie, puisque tout s'enchaîne. La production d'eau nécessite de l'énergie pour s'en approvisionner ou pour la traiter. Protection contre les UV et les infrarouges. J'avais modifié un petit peu mon texte avant, mais je ne peux pas vous le donner. Donc, importance
de cette protection des UV et des infrarouges, puisque ces UV vont être des agents, des agents qui vont aseptiser le sol et qui vont empêcher tout le départ bactérien de la faune du sol. Donc, c'est important de bien protéger son sol par cet écran qui est fait pour la microfaune, et ainsi que protection contre les infrarouges, puisqu'on sait bien qu'à partir d'une certaine température, la microfaune du sol va arrêter de fonctionner ou s'enfuir. Donc, c'est important de protéger. Donc, tout ce qui va découler, c'est effectivement la texture et la structure du sol, donc des économies d'eau et du travail du sol. Donc, à chaque fois, c'est des éléments qui s'enchaînent. Les actions biochimiques, bien entendu, le paillage va favoriser la biodiversité du sol. On va avoir un foisonnement différent de bactéries, de protozoaires, de champignons, puis d'insectes comme les colamboles, qui sont des petits insectes importants, qui sont parfois maintenant même plus classés dans les insectes. Et donc, on va avoir toute cette microfaune qui va, au fil du temps, produire des éléments qui vont assurer la fertilisation. Et puis, le travail important des champignons va venir très vite sur la production de glomaline. La glomaline étant une substance que l'on pensait, dans un premier temps, venir de l'intestin des vers de terre, et qui favorisait ce qu'on appelait anciennement le complexe argilo-humique et qu'on appelle maintenant le complexe adsorbant, et qui sont aussi une manière de piéger fortement la matière organique, puisqu'on pense qu'on peut en piéger plus de 500 kilos par hectare de cette formule-là. Et puis, bien entendu, donc on va agir encore de nouveau à la texture et sur la structure du sol, et donc économiser l'eau et stocker le carbone. Et puis, la biodiversité du sol a une importance importante également sur la production d'éliciteurs, de substances qui vont dynamiser et favoriser la résilience des plantes et des végétaux aux agressions. Donc, s'ils sont résistants, eh bien, on fera moins appel à des produits éventuellement pour lutter contre les maladies ou les carences. Et puis, bon, voilà, le paillage a une importance en action chimique, parce que l'apport d'azote va être influencé, ce rapport carbone sur azote qui est important. Peut-être on en reparlera, Joseph en reparlera dans son état. Voilà un essai simplifié de ce fonctionnement dû au paillage et au mulchage. Et on voit bien qu'effectivement, si on a une incorporation au sol, on ne va pas avoir les mêmes résultats. Diapo suivante. On paille ou mulch. Les avantages, ça réduit la fin d'azote, ça imite le processus forestier, ça évite l'abattance des sols limoneux, ça attire les carabes, les staphylins, qui sont des insectes intéressants puisqu'ils mangent les limaces, et des oiseaux, bien entendu. Parfois, ça peut provoquer quelques dégâts, mais enfin, principalement, et ça renforce et ça améliore la technique du semi-direct. L'inconvénient du mulch et du paillis, c'est que ça retarde le réchauffement au printemps. Voilà, donc ça peut être sur des sols un peu froids, il faut être vigilant. Et ça nécessite un entretien régulier pour l'apport de matériaux et avoir cet écran. Et puis, malheureusement, dans les pays comme les nôtres, ça favorise également les gastéropodes. Donc, l'incorporation au sol accélère la mise en place des processus biologiques et nécessite des doses un peu plus faibles et espacées que l'apport systématique d'éléments. Bon, ça augmente l'intensité de l'apport d'azote en inconvénient, et ça nécessite plus d'apports mécaniques et qui peuvent perturber la pédofaune, on le sait maintenant,
que c'est important, de ne pas trop bouger nos sols, alors que nos grands-parents voulaient que ça soit propre. Diapo suivante. Donc, incorporation à éviter cette fin d'azote que l'on a pu constater parce qu'on n'y était plus habitué ou fort peu. Donc, l'incorporation au sol des ressources organiques peut engendrer principalement au printemps une captation de l'azote minéral qui devrait être à disposition des plantes. Et à ce moment-là, ben, c'est tous les organismes qui se nourrissent de cette matière organique qui vont capturer cet azote et en priver les plantes. Surtout les champignons, ça profite, hein, ceux qui décomposent directement la matière sans être en liaison avec les plantes, on y verra tout à l'heure. Alors, plus les matières que nous déposons sont riches en lignine, plus la demande est forte et donc moins les végétaux auront accès à l'azote métabolique. C'est, je pense, tout jeune utilisateur du BRF a forcément vécu ça dans sa vie, croyant bien faire, et je vais enfouir mon BRF. Eh ben non, c'est pas bien bon, et ça évite. Pour éviter ça, il vaut mieux laisser gentiment ou apporter des éléments comme des gazons frais qui vont permettre d'apporter immédiatement de l'azote. Donc attention à cette époque d'enfouissement et privilégier plutôt l'automne. Et puis un printemps froid comme celui que nous devons de vivre, au moins en région parisienne, accentue ce phénomène puisque il y a une vie plus réduite, mais qui est maîtrisée plutôt par les champignons. Voilà. Diapo suivante. Voilà, des vieilles amies qu'on a trop souvent oubliées, qui sont les mycorhizes. Donc, ces champignons qui travaillent très étroitement avec les organismes végétaux supérieurs et qui sont vraiment des aides indispensables. Donc, on a principalement deux types, à moins qu'on fasse des orchidées, qui serait le troisième type. On utilise les ectomycorhizes, qui sont des mycorhizes qu'on trouve plutôt en forêt. Bon, voilà, c'est un peu la truffe. Maintenant, c'est un peu rentré dans le savoir général de la liaison qu'il peut y avoir entre les champignons supérieurs, comme les cèpes avec certains arbres, comme avec les bouleaux, les amanites du mouche, et puis bien sûr la truffe. Alors par contre, ce qui est plus important pour nous maintenant, et que nous devrions exiger en tant que bons jardiniers quand nous achetons des plantes, c'est d'avoir des plantes mycorhizées avec des mycorhizes arbusculaires. Donc c'est plus compliqué. Les champignons ne sont pas autour des racines, mais elles rentrent à l'intérieur des racines et elles vont apporter tout un système de défense des arbres et élaborer cette glomaline qui nous représente un travail important dans la séquestration du carbone, mais voilà, et qui est aussi importante que les acides humiques plus connus. Hein. Donc, si on peut dire qu'un sol stocke la matière organique environ, ça peut être plus d'une tonne à l'hectare, la moitié serait de la glomaline, le reste serait des acides humiques plus connus que l'on apporte au sol. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Si vous voulez en savoir plus, chers amis, voilà, j'ai listé ici les livres qui m'ont servi un peu à faire mes cours auprès de différents jardiniers ou d'enseignants et d'aller chercher ce savoir-là auprès des gens qui ont travaillé là-dessus. Donc, de l'arbre au sol, les bras raméens fragmentés, quand les vers de terre remplacent la bêche, les mycorhizes, et puis un document un peu plus complexe qui est les sols et la vie souterraine, des enjeux majeurs en agroécologie. Voilà, c'est terminé. Je pense avoir tenu le timing, Philippe. Eh ben, merci Gilles, c'est parfait, à la seconde près, si je puis dire. Donc merci pour cette présentation qui
nous montre ou qui nous laisse imaginer tout ce qui se passe, tout ce qui est invisible généralement aux jardiniers, mais qui est ô combien important, voire essentiel pour avoir un jardin en bonne santé et de belles plantes. On va passer maintenant la parole, je passe la parole à Joseph qui va nous expliquer ce qu'il fait dans son jardin en liaison avec le thème de la journée. Et puis vous retrouverez vraisemblablement des liens forts avec ce qui vient d'être présenté. C'est à toi. Bonjour à tous. Merci Philippe et merci Gilles. Je partage donc. Ça devrait être bon a priori. Alors, excuse-moi, juste avant que tu ne commences, pour les auditeurs, n'hésitez pas au fil de la présentation à poser vos questions. On y répondra après. N'attendez pas à la fin parce qu'après on se dit « Ah, j'ai oublié cette question ». Faites-le bien au fur et à mesure. Bon. Donc, ce que je vous propose dans les 20 minutes que j'ai, c'est de commencer par quelques photos qui vont simplement illustrer dans quel contexte, on va dire, se situe mon jardin. Et puis, de vous décrire un petit peu de manière très terre-à-terre et très concrète comment, dans mon petit jardin urbain, j'appréhende cette question du déchet vert et de la fertilité d'une manière plus générale. Voilà. Donc ça, c'est une photo de mon jardin. Donc voilà, un contexte très urbanisé, vous le voyez. Un jardin de petite taille, hein, c'est un jardin qui fait 150 mètres carrés. Si je dis ça, c'est qu'évidemment, ça a des conséquences sur sa productivité en termes de matière organique, on y reviendra. Alors, c'est un jardin qui est composé de différents espaces, vous le voyez sur cette photo, avec pas mal de zones qui ne sont pas mises en culture, hein, la terrasse, une mare, un petit coin de pelouse, etc. Parce que je défends l'idée qu'il est important d'avoir un jardin qui puisse être à la fois productif, mais aussi esthétique. Voilà. La terre que j'ai chez moi, donc sur Sotteville, hein, donc Sotteville, c'est une petite commune située en toute proximité de Rouen, en Normandie. C'est une terre particulièrement ingrate à la base pour envisager de la culture maraîchère parce que c'est une terre très, très fortement sableuse. Donc, qui dit sableuse dit problématique de rétention de l'eau et des éléments nutritifs qui vont évidemment avec. Donc, même si j'ai évidemment bien réussi à l'améliorer depuis 12 ans que j'habite cette maison, on reste sur un sol relativement compliqué à gérer. Et vous verrez par la suite que ça a une incidence sur ce que je vais vous raconter. Ça, c'est simplement une photo qui illustre un petit peu les démarches que je mets en œuvre dans mon jardin, donc une démarche d'optimisation des espaces où je me suis un petit peu spécialisé sur toutes les techniques qui, malgré le petit espace dont je dispose, permettent d'augmenter la productivité en fruits et en légumes. Donc, je me suis évidemment beaucoup inspiré de ce que faisaient les maraîchers parisiens du 19e et puis de ce que font aujourd'hui avec succès, en particulier des maraîchers québécois. Et donc, vous voyez que le jardin a beau être de petite taille, il est quand même de fait relativement producteur de matière organique parce que j'essaye au maximum d'utiliser la 3 dimensions et donc ça maximise la production de biomasse. Voilà, une autre photo qui illustre cette production de biomasse. Voilà, ça c'est une petite visite rapide et virtuelle du jardin, avec évidemment une petite serre qui me sert aux intersaisons, et la partie potagère qui chez moi mesure 30 mètres carrés. Voilà, et qui nous permet d'être autonome pour 2 personnes en légumes sur l'année. Alors, pour rebondir sur ce que disait Gilles tout à l'heure, effectivement, je valide complètement l'idée qu'il nous faudrait changer la sémantique et arrêter de parler de déchets verts. Et d'ailleurs, je crois que les collectivités territoriales sont un peu responsables de cette vision qu'ont les gens du déchet vert, parce que dès lors que l'on parle de déchets, et bien naturellement, en tant que citoyen, un déchet, on le sort à la collecte. Et par ailleurs, les collectivités n'ont pas aidé en la matière parce que beaucoup d'entre elles, et c'est le cas sur Rouen, ont depuis des années mis en place des collectes de déchets verts en porte-à-porte. Alors évidemment, sur une collectivité comme Rouen, il y a une quinzaine d'années, quand la collecte des végétaux a été mise en place,
ça pouvait se comprendre parce que la métropole de Rouen était composée d'un faible nombre de communes qui étaient des communes très urbaines. Et donc, dans ce contexte-là, pourquoi pas imaginer une collecte des déchets végétaux? C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte, la métropole a grossi, on a 71 communes sur le territoire. Ça devient à mes yeux un peu dommage de collecter des tontes d'herbe et des feuilles mortes sur des communes qui aujourd'hui sont très rurales. On se retrouve avec des maisons devant lesquelles on a 30, 40, 50 sacs de tontes d'herbe chaque semaine. C'est un peu dommage parce que finalement, les particuliers ont du mal à comprendre que tout déchet qui quitte le jardin, eh bien, mécaniquement, ça appauvrit la fertilité du jardin et ce sont derrière des jardiniers que l'on retrouve chez Jardiland ou chez Jardier Leclerc pour acheter de l'engrais. Donc voilà, il y a quand même un principe de permaculture qui précise bien qu'un enjeu fort, c'est d'essayer de faire en sorte qu'aucune matière organique ne sorte du jardin, évidemment. Donc, à mes yeux, il n'y a pas de déchets verts. Il nous faudrait, à juste titre, Gilles, parler de ressources végétales, par exemple. Alors, très concrètement, quels sont les déchets, j'emploie le terme de déchets, mais quelle est la biomasse que je produis dans mon jardin? Eh ben, il y a évidemment toute la biomasse qui sort du potager. J'entends par là les fans de légumes, j'entends par là les déchets de taille de mes légumes, les adventices également du potager. Il y a un petit peu de taille de haies, de taille d'arbustes également. Il y a la taille de mes fruitiers, quelques feuilles mortes et puis un petit peu de pelouse, même si la surface en pelouse est de petite taille dans mon jardin, mais j'ai quand même un petit peu de tonte d'herbe. Alors, concrètement, qu'est-ce que je fais de tout ça? Eh bien, dans mon jardin, je dirais qu'il y a environ 2/3 de cette matière organique qui se dirige directement en paillage, comme l'illustre la photo que vous avez devant les yeux, que je mets donc directement au sol. Alors personnellement, dans mon jardin, je n'enfouis pas la matière organique, hein, vraiment, elle est systématiquement déposée en surface pour toutes les raisons qu'a évoqué Gilles dans son intervention. Donc 2/3 de la matière organique que je mets directement en paillage et un tiers que je dirige vers mon composteur, et je vais y revenir dans un instant. Alors, le paillage, là, vous avez sur cette photo une illustration du paillage avec de la tonte d'herbe, ce qui est un très bon paillage à mes yeux, en particulier pour le potager, parce que c'est un paillage qui est déjà facile techniquement à installer entre les légumes et qui est riche en azote. Une petite quand même remarque sur le fait que je vois beaucoup de bouquins, en particulier en permaculture, qui font, je dirais, quasiment un dogme du paillage. Je pense que c'est une erreur de faire un dogme du paillage. Bien sûr que pailler son sol a de nombreux avantages à mes yeux, et Gilles les a cités. Mais Gilles précisait également que le paillage pouvait avoir certains inconvénients avec lesquels je suis d'accord. Et d'ailleurs, peut-être pour compléter la diapositive de Gilles, je vois un autre inconvénient assez important, par exemple, dans mon jardin à faire du paillage, c'est en termes d'arrosage. C'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure le fait que j'ai un sol qui est très sableux et ce sol sableux va nécessiter, plus que dans un sol argileux, des arrosages fréquents, pas forcément plus quantitativement, mais plus fréquents. Et par exemple, j'ai fait le choix dans mon potager de roser par aspersion. Eh bien, dès lors que je commence à avoir une épaisseur de paillage importante, eh bien, ce paillage retient une partie de l'eau que j'apporte par aspersion ou une partie de l'eau qui tombe d'ailleurs lors des averses. Et donc, ça peut, au cœur de l'été dans mon potager, devenir contre-productif d'avoir un paillage trop épais. Voilà. Donc, oui, évidemment, à faire du paillage, mais avec certaines mesures, ou en tout cas en ayant compris quels étaient les avantages et les inconvénients de pailler, et en particulier de pailler épais. Donc du paillage de tonte d'herbe, là c'est une photo qui illustre le paillage qu'il m'arrive de faire avec vraiment les déchets de légumes de mon potager, hein. Vous avez sur cette photo des feuilles de chou, des fans de radis et autres. Donc un paillage à nouveau riche en azote qui est bienvenu sur le sol. Voilà, ça fait vraiment partie des déchets qui passent rarement par l'étape du compostage et que je mets en paillage direct. Les feuilles mortes, évidemment. Alors là, en l'occurrence, vous voyez des feuilles de chêne. Je n'ai pas de chêne chez moi, mais ce sont des feuilles que me donnent mes voisins de la rue, à qui j'ai expliqué ma démarche et avec qui je fais des échanges de sacs de feuilles mortes ou de sacs de tonte d'herbe contre des tomates ou des légumes du potager. Donc le deal est intéressant pour tout le monde. Voilà. Et puis ça, c'est une photo qui illustre un autre paillage fait à base de fans.
Sur la partie compostage, donc je vous disais, je mets environ un tiers de mes déchets au compost. Alors évidemment, vous pouvez me poser la question, mais qu'est-ce qui fait que je vais diriger davantage les déchets vers le compost ou vers le paillage? Globalement, les déchets que je mets au compost, ce sont essentiellement les végétaux malades qui proviennent soit de mon potager, soit de mes fruitiers. Donc typiquement, les tomates qui ont le mildiou, les feuilles de courge qui ont eu l'oïdium, les feuilles de mon pommier qui ont la tavelure, ce genre de choses. Et puis toutes les herbes indésirables de mon potager qui sont montées en graines. Je précise bien qu'ils sont montés en graines parce que les herbes indésirables qui ne sont pas montées en graines, je me contente de les déposer au sol en paillage. Par contre, les herbes indésirables montées en graines ou bien celles qui se multiplient par rhizome, je pense évidemment au liseron par exemple, j'ai tendance à leur faire suivre un cycle de compostage. On m'interpelle assez souvent sur cette question des végétaux malades que je mets au compost. Et c'est vrai que je vois pas mal d'ouvrages avec comme information le fait de ne pas, enfin comme préconisation, le fait de ne pas mettre au compost les végétaux malades. Alors, moi, il me semble que c'est de ne pas mettre au compost les végétaux malades, c'est une vision assez hygiéniste du jardin que je ne partage pas forcément. Quand les végétaux sont malades et qu'on ramasse les feuilles, il faut bien comprendre que les spores sont déjà pour la plupart dispersés dans le jardin. Faut bien comprendre également que on met tous les jours dans son composteur des déchets qui contiennent des spores de champignons qu'on n'a jamais identifiés. Ce n'est pas parce qu'on connaît le mildiou et qu'on connaît l'oïdium qu'on connaît tous les champignons de notre jardin. Et donc, il y a beaucoup de champignons qui partent déjà en direction du composteur sans qu'on ne le sache. Voilà. Et par ailleurs, pour vous dire ça, je m'appuie aussi sur, en particulier, une étude de la Chambre d'agriculture de Bretagne qui précise au-dessus d'une température de 55 degrés Celsius, température que le compost atteint assez facilement dès lors qu'on prend soin de le retourner régulièrement, et bien au-delà de cette température de 55 degrés Celsius, la majorité des champignons, pour être précis dans l'étude, ils disent la quasi-totalité des champignons sont détruits. Par ailleurs, je considère que dans le compost se développent des levures, des champignons qui finalement produisent des substances antibiotiques qui vont mécaniquement détruire un certain nombre de germes pathogènes et avoir un effet, on va dire, inhibiteur. Il y a une revue d'ailleurs que j'ai lue récemment, donc en l'occurrence c'est la revue qui s'intitule Ecological Agriculture Project, qui confirme d'ailleurs cette température de 55 degrés comme étant nécessaire pour détruire la plupart des germes pathogènes, à l'exception, précise-t-elle, de quelques maladies du potager, en particulier la fusariose, qui est une maladie qui peut toucher nos tomates, ou la hernie du chou, qui, comme son nom l'indique, touche le chou. Mais bon, voilà, vous voyez que sans rentrer dans le détail, globalement, je considère que tous les végétaux malades peuvent aller au potager. En tout cas, je ne me prive pas de les mettre et je n'ai jamais eu de retour négatif suite à cette pratique. Voilà donc pour le composteur. Vous voyez sur cette photo que mes bacs à compost sont divisés en plusieurs sous-bacs. Il me semble que c'est une bonne manière d'envisager faire son compost que de faire un premier bac d'apport, donc celui-ci au dos de la pelle, et de faire se succéder les déchets dans des bacs successifs pour finalement être en capacité de récolter un compost homogène et mûr après le deuxième ou le troisième bac. C'est-à-dire que dans le processus de décomposition, j'apporte toujours mes déchets dans le bac numéro 1. Quand ce bac numéro 1 arrive à saturation, je prends ma fourche et je passe tous les déchets du bac numéro 1 vers le bac numéro 2. C'est une manière de mélanger les déchets entre eux, mais c'est aussi une manière de réoxygéner le tas de compost jusqu'au fond, sans quoi, vous savez bien que quand on essaye d'aérer son tas de compost par le dessus sans faire un retournement, c'est compliqué. Donc, je prends tous les déchets du bac numéro 1 que je mets dans le bac numéro 2. Et quand mon bac numéro 1 est à nouveau plein de déchets frais pour la seconde fois, ce qui est dans le bac numéro 2 passe dans le bac numéro 3, puis ce qui est dans le bac numéro 1 passe dans le bac numéro 2, etc. Ce qui me permet, au final, de récupérer dans le bac numéro 3 un compost complètement mûr, mais surtout homogène, sans avoir à trier les déchets frais des déchets compostés. Voilà. Un petit peu la manière avec laquelle je gère mon compost. C'est aussi une manière qui permet à plusieurs reprises dans la saison de faire remonter en température le tas de déchets et donc d'accélérer la décomposition et surtout, comme je viens de l'évoquer, de parfaire l'hygiénisation du tas de compost.
Voilà excusez-moi, ce qui était récapitulé sur cette photo. Et on voit bien d'ailleurs sur cette photo la différence de décomposition entre le bac numéro 2, par exemple, où les déchets sont un peu décomposés, mais encore relativement grossiers, et le degré de décomposition du bac numéro 3, qui est le compost mûr, qui a environ 1 an. Voilà. Alors, non seulement je considère qu'il n'y a pas de déchets verts et je fais en sorte de n'en sortir aucun de mon jardin, mais en plus, je manque de biomasse pour envisager faire du paillage sur l'ensemble de mes cultures, c'est-à-dire à la fois les cultures potagères et à la fois les cultures, les plates-bandes, les fruitiers, etc. Donc, pour pallier à ça, je pourrais aller, comme certains le font, rechercher de la paille ou du foin chez des agriculteurs. Euh, je l'ai fait un petit peu par le passé, je ne le fais quasiment plus aujourd'hui. Il me semble que de plus en plus de jardiniers s'orientent, ou de maraîchers d'ailleurs, s'orientent vers cette ressource pailleuse. Pourquoi? Parce qu'elle est facile d'accès, facile à installer, aussi parce qu'elle est riche en carbone et que ça vient souvent compenser un petit peu les apports de déchets azotés du potager, par exemple. Mais il me semble que ça n'est finalement pas forcément une bonne solution parce que déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est-à-dire aller prélever une ressource, quelle qu'elle soit, carbonée ou azotée, à l'extérieur pour l'apporter dans nos jardins, si tout le monde se met à faire ça, voilà, ça risque mécaniquement de poser problème à terme. Donc, j'aime à penser quand même qu'il est bon non seulement de ne pas sortir de déchets de son jardin, mais surtout d'être en capacité de produire dans son jardin toute la matière organique dont on a besoin pour réaliser son compost et son paillage. Voilà. Donc, j'ai un peu travaillé sur cette question, c'est ce que j'essaye de faire maintenant depuis quelques années, et donc j'oublie la paille, je ne mets plus de paille dans mon jardin, et j'ai planté volontairement ce que j'appelle moi des végétaux productifs, enfin producteurs de biomasse, donc des végétaux qui ont pour seul objectif dans mon jardin, pas forcément de faire ni du fruit ni du légume, mais de faire de la biomasse. J'ai planté par exemple un sureau que je ne laisse jamais fleurir parce qu'il serait trop grand et il me ferait de l'ombre dans mon jardin. Donc l'enjeu de ce sureau n'est pas de me produire ni de la fleur ni du fruit. L'enjeu, c'est vraiment de produire de la branche, facile à broyer, facile à décomposer par la faune du sol. Et donc ce sureau pousse et je le taille et je le passe au broyeur et il repousse et je le retaille, etc. C'est exactement le même principe pour les plantes que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire la bourrache, la consoude, qui, en plus d'être des plantes intéressantes parce que très mellifères, etc., sont des plantes qui voilà, font beaucoup de biomasse et qui peuvent être régulièrement coupées pour alimenter le sol en paillage. J'ai également installé des graminées, comme des carex, par exemple, des choses comme ça. Évidemment, ça va de soi, je travaillais également avec les engrais verts. Hein, l'engrais vert est quand même une technique intéressante pour produire de la biomasse. Évidemment, ça n'est pas ça n'est pas le seul avantage des engrais verts, mais quand même, vous voyez là sur la photo un seigle mélangé à une vesse, et vous voyez bien sur la photo de droite qu'une fois découpé et broyé, eh bien, c'est une manière d'alimenter sur place le potager avec un paillage réalisé en direct. Donc, voilà, j'utilise quand même très régulièrement en rotation dans mon potager ou sur mes plates-bandes des engrais verts variés. Hein. Là, je vous ai montré l'exemple de du seigle et de la veste, mais je peux aussi mettre du sarrasin qui pousse rapidement, de la moutarde ou ce genre de choses. Et pour finir, parce que je crois que voilà, j'arrive au terme de ma présentation, j'ai envie aussi d'interroger cette question de la place de l'adventice, parce que finalement, là, ces petites adventices que sont la mercuriale en haut à droite, la petite Véronique de Perse en bas à droite, ou la luzerne que vous avez sur la photo de gauche, ces mauvaises herbes, en quoi est-ce qu'on ne peut pas aussi, nous, jardiniers, les considérer comme des végétaux producteurs de biomasse? C'est une question à se poser. Ça ne veut pas dire que je n'enlève aucune mauvaise herbe. Bien sûr que cette petite Véronique de Perse qui pousse au milieu d'un rang de carottes fraîchement semées, je vais l'arracher. Mais il y a quand même pas mal d'endroits dans le jardin, même au potager, pour lesquels je considère que ces végétaux qui poussent de manière spontanée, qui en plus ne demandent aucun temps parce qu'elles se ressèment d'elles-mêmes, sont une manière de produire de la biomasse. Elles ont un rôle écologique indéniable, hein, ces petites plantules. Elles attirent les insectes pollinisateurs, elles aèrent le sol grâce à leur réseau racinaire, et par ailleurs, eh bien, elles captent
l'énergie solaire et grâce à la photosynthèse, elles produisent de la biomasse. Donc ensuite, il suffit derrière de les couper, éventuellement de les arracher, mais moi j'ai tendance à privilégier le fait de les couper. Il suffit de les couper pour en fait en faire un paillage. Voilà. Donc, il me semble qu'on peut aussi s'appuyer en partie sur cette production de biomasse spontanée que représentent les adventices et voilà, arrêter de les considérer systématiquement, en tout cas, comme un problème au jardin. C'est simplement une ouverture que j'aimerais faire pour terminer cette intervention. Et donc, il y a des cultures, par exemple, en ce moment, j'ai dans mon potager des cultures de tomates que j'ai repiquées et au pied desquelles je laisse volontairement pousser un tapis d'adventice bien dense. Et ce tapis d'adventice, je me contente au pied de mes tomates de venir le couper avec ce petit coupe-bordure que vous avez sur la photo, de telle sorte que ces adventices tapissent toujours le sol, donc de végétaux vivants, parce qu'elles repoussent après chaque recoupe, mais je m'arrange pour que ces végétaux ne soient jamais concurrentiels vis-à-vis de mes tomates, c'est-à-dire que jamais je ne laisse ces adventices dépasser une vingtaine de centimètres de hauteur, sinon elles deviennent concurrentielles, d'une part pour la lumière, mais surtout pour les éléments nutritifs ou pour l'eau. Donc en fait, c'est simplement un tapis vivant que je viens couper voilà, de manière régulière, donc environ tous les 10 ou 15 jours, qui personnellement, je considère que ça me prend moins de temps de venir couper ce tapis d'adventice au pied de mes tomates que de désherber régulièrement toutes les petites plantes qui vont y pousser. Voilà, il est 13h20. Je crois que le timing est respecté, Philippe. Eh ben, très bien, merci Joseph. Alors, Joseph a bien joué là son rôle d'ambassadeur, puisque j'ai oublié de lui dire tout à l'heure, ambassadeur de Jardiner Autrement et de la SNHF, puisqu'il a été lauréat, l'un des 5 lauréats du concours Jardiner Autrement en 2019. Et puis, il vient de nous présenter le fruit de je dirais, de ce qui se fait dans son jardin laboratoire ou d'expérimentation, hein, donc des idées stimulantes. Alors, passons aux questions. Alors, quelques questions dans un premier temps de complément à ce qui a été dit. Alors, je prends la question d'un spectateur anonyme qui, sur le paillage, a dit quelle est l'épaisseur en centimètres. De quoi parle-t-on? Même s'il y a déjà eu des éléments d'appréciation. Alors, je ne sais pas qui des deux, peut-être les deux, peut-être le point de vue de Joseph d'abord et Gilles ensuite. Sur l'épaisseur du paillage, encore une fois, c'est difficile d'apporter des réponses clés en main. Globalement, j'ai tendance à considérer que la saisonnalité est bien foutue, c'est-à-dire qu'en début de saison, il y a besoin de peu de paillage en surface du sol parce qu'il y a peu d'évaporation et en plus, comme le précisait Gilles tout à l'heure, il y a aussi des parcelles sur lesquelles il est bon d'enlever le paillage pour que la terre se réchauffe. Ça tombe bien, il n'y a pas besoin de beaucoup de paillage en début de saison et à la fois, les végétaux poussent modérément. Et puis, le cœur de l'été arrive avec une croissance végétale qui s'accélère et avec un besoin de paillage qui s'accélère parce que l'évaporation est mécaniquement plus importante au cœur de la saison. Donc, en fait, moi, l'épaisseur du paillage sur mon potager, globalement, varie de un tout petit peu de paillage en début de saison lorsque les plantules sont jeunes, parce qu'il ne s'agit pas non plus de les recouvrir sous 10 cm de paillage. Et puis, au fur et à mesure de la croissance des plantules dans le potager, eh bien, l'épaisseur de paillage augmente pour atteindre au cœur de l'été à 10 cm, voire 15 cm sous certaines cultures hautes. Et puis, le paillage se décomposant durant l'été, l'épaisseur de paillage à nouveau est un petit peu réduite en fin de saison. Voilà. Donc, finalement, c'est un paillage qui évolue chez moi entre 1 à 2 cm à certaines saisons, voire pas du tout en tout début de saison, et puis une quinzaine de centimètres au cœur de l'été. Bon, c'est une réponse un petit peu rapide, hein. Il faudrait rentrer plus dans le détail pour être exhaustif, mais voilà. Oui, un complément. deux mots peut-être. Entre l'épaisseur de paillage qui est l'épaisseur nourricier pour le sol, et comme vient de dire Joseph, le paillage de protection estivale, pour ce que je disais moi, limiter l'évaporation, limiter la température excessive du sol, et on le voit bien avec les périodes de canicule qu'on a pu avoir durant les dernières années. On voit bien qu'il est important de faire vraiment un écran. Effectivement, la question de l'arrosage que soulevait Joseph est importante. Alors, est-ce qu'on met des tuyaux microporeux qui sont sous le paillage? Bon, ça, après, c'est relativement cher. Donc, il vaut mieux parfois
moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut pailler au bon moment, c'est-à-dire quand l'eau a été apportée par la pluie, éviter qu'elle ne s'évapore ou qu'elle ne parte que par l'évapotranspiration des plantes et non pas par l'évaporation du sol. Il y avait une autre question sur le compost bien mûr. Voilà, donc ça, c'est. Enfin, là, il y a la réponse qu'a apportée Joseph, effectivement, sur l'origine des matériaux qui sont mis au compost. Moi, je sais que sur le compost familial dans mon jardin, tout va au compost. Tous les déchets, même les déchets carnés, vont au compost. C'est un choix que j'ai fait, même si après, je reprends les os dans le barbecue et je les transforme en fin de barbecue en cendres qui vont me permettre d'apporter des matériaux nutritifs qui sont rares actuellement, entre autres le phosphore et puis et les éléments potassiques. Après, un compost bien mûr, c'est intéressant parce que ça peut être un lit de semences agréable suivant la nature des sols. Joseph a un sol sableux. Moi, je suis en région parisienne, dans l'Urpois, argilo-limoneux, forte battance. Si j'ai pas quelque chose de texture, d'une texture granuleuse fine, mes semis seront pas réussis. Donc, on a intérêt à avoir ce paillage et ce compost mûr qui peut nous servir comme terreau d'amendement et de semis. Un petit complément peut-être à ce qui a été dit par Joseph. La question, c'est quand Joseph coupe les adventices au pied de ses tomates, il laisse sur place les parties coupées. Ça, c'est la présentation. Cela n'étouffe-t-il pas la repousse de ces mêmes adventices? Alors oui, je laisse sur place les parties coupées. Ça alimente également en matière organique la parcelle concernée. En fait, comme je coupe fréquemment, la hauteur des adventices coupés n'est pas énorme et donc non, ça ne réussit pas à étouffer les adventices restantes qui systématiquement repartent, mais ça n'est pas grave puisque c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est justement qu'elles repartent, sinon je les arracherais. Hein, donc voilà, non, ça n'étouffe pas. Une autre question qui est pour Joseph, je présume. Faites-vous des apports d'engrais organiques ou réussissez-vous uniquement avec le recyclage des matières organiques et le compost pour alimenter votre terre pour une production satisfaisante? Alors, j'ai apporté les toutes premières années, donc il y a 12 ans de ça, un tout petit peu d'engrais organique de type sans sécher, corne broyée ou tourteau de ricin sur le potager durant 2-3 ans pour lancer un petit peu la vie du sol. Depuis maintenant une dizaine d'années, je ne fais absolument aucun apport d'engrais organique, ni d'ailleurs aucun apport de fumier, hein, pour être clair. Je me concentre pour gérer la fertilité de mon jardin sur le triptyque paillage, compostage, engrais vert. Comme quoi, simplement avec ce triptyque-là, on peut réussir à avoir un taux de matière organique dans son sol qui s'améliore grandement et une productivité en termes de production de légumes au mètre carré qui est tout à fait satisfaisante puisque voilà, ma démarche le démontre. Alors, est-ce que les graines tomates, Oui. myosotis, par exemple, sont désactivées par le compostage? Je crois que Gilles voulait intervenir Oui, sur enfin, la… oui, excuse-moi Philippe, sur ce qui vient d'être dit, il y a vraiment plusieurs choses à voir. Ce qu'il faut bien penser, c'est que quand on coupe une plante, il y a la rhizosphère. Et que la rhizosphère, elle est souvent hyper importante. On a trop tendance à l'oublier. Donc, il est important à la fois pour nourrir le sol, de laisser les racines le plus possible, bien entendu, à part le liseron des champs ou le liseron des haies, surtout le liseron des haies, moi que je ne connaissais pas et que je découvre en région parisienne. Donc, il est important de pouvoir laisser dans le sol tout ce qui va nourrir les vers de terre de profondeur, parce que c'est une masse importante de nutriments. Sur la température, donc il est clair que tout le monde a fait, et c'est cette expérience-là, de laisser une brouette de gazon en plein soleil quand on vient de la tondre,
3 heures après, elles montent en température et le lendemain, on ne tient pas la main à l'intérieur. Et donc, tout à l'heure, Joseph parlait des températures. Il est clair qu'on peut atteindre des températures supérieures à 60, voire 80 degrés dans un gazon frais en fermentation, qui peut être un moteur pour dynamiser son tas de compost. Et à ce moment-là, il y a peu de graines qui résistent à ces températures humides. Les températures sèches, c'est un peu différent, mais une température de 60 à 80 degrés humide annule complètement toute germination de quasiment ces graines-là. Et il a été prouvé également que les germes, voire les spores pathogènes, peu de spores pathogènes résistent à ces températures-là. Les spores résistent plus au froid qu'au chaud. Donc, il faut faire. Il y a des travaux canadiens là-dessus qui ont été très bien faits. J'avais fait un petit texte à une époque quand je collaborais au CNJCF avec Michel Javois, et on avait travaillé un peu là-dessus sur cette gestion sanitaire du compost. Très bien. Un commentaire de Jean-Marc Muller par rapport à une proposition de loi, une extension de la loi Labbé qui viserait à interdire les engrais chimiques de synthèse pour les amateurs. Et donc, effectivement, ce qui vient d'être dit sur non plus les déchets, mais les ressources que présente la biomasse, c'est une bonne alternative et permettrait effectivement de se passer des engrais chimiques de synthèse. Je crois pardon, Joseph a dit des choses intéressantes, parce que les plantes, elles sont révélatrices de notre terrain. Alors, on peut bien sûr le favoriser plus. Quand il met des consoudes, quand il nous dit je broie mon sureau, le sureau, les orties sont des plantes révélatrices de sols riches en azote. Donc, si je remets ces éléments-là, je garderai un fort taux d'azote à maîtriser pour qu'il soit en équilibre. Je pense que les vraies questions qu'on se pose, c'est par rapport au phosphore, qui est une ressource pas inépuisable, puisqu'elle est prévue, malheureusement, les ressources des grandes mines de phosphate tunisiennes ou d'Amérique du Sud sont un petit peu… voilà, donc c'est des vrais enjeux. C'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup sur le poisson et sur les crustacés quand je suis en bord de mer ou à la maison, de façon à voir comment je peux réintégrer ça. Ça ramène à une question sur les mouches. Un compost sans mouche, ça veut dire que c'est un compost sans asticots. Et une dégradation de la matière organique sans asticots, y a pas même les flics s'y intéressent. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Il va me rester pour conclure, non pas sur l'ensemble des webinaires, puisque vous pourrez les retrouver bien évidemment vers la fin du mois sur la chaîne YouTube et avec un lien sur le site Jardiner Autrement. Gilles a fait part des ouvrages qui lui ont servi pour nourrir sa présentation. Joseph a été modeste, mais je signalerai qu'il est aussi auteur de 2 ouvrages et que vous pouvez retrouver une partie de ses propos dans l'un ou voire dans les 2 ouvrages qui ont été publiés. Donc, rendez-vous sur le site Jardiner Autrement et sur la chaîne YouTube, à la fois pour cela, et puis aussi, on profite de cette dernière session pour vous signaler que Jardiner Autrement diligente une enquête sur les pratiques actuelles des jardiniers via un questionnaire qui est en ligne depuis quelques jours. Vous pouvez y accéder en allant sur la page d'accueil du site Jardiner Autrement. Et vous avez, dans la première page, vous avez le lien pour remplir ce questionnaire. Une quinzaine de minutes vous permettent de faire part de vos pratiques. Alors, c'est intéressant pour nous parce que ça permettra d'avoir un état des lieux des pratiques actuelles,
plus il y aura de jardiniers qui répondront, plus cet éventail, cet état des lieux sera Je représentatif. suis en réunion. Et puis surtout, ce sera l'occasion de voir quelles sont vos C'est préoccupations, Monsieur puisqu'il y a des Michaud. questions sur vos préoccupations, de façon à nourrir le travail du pôle Jardine Autrement pour proposer dans les mois et les années à venir de nouvelles fiches, de nouveaux contenus pour aider les jardiniers dans le travail qui est le leur et dans le contexte réglementaire et sociétal qui est le nôtre. Alors, je ne sais pas si Inès a des éléments à apporter, des éléments complémentaires avant qu'on ne se quitte. Non, merci, c'était très bien. Donc, nous, avec Alice, on a été ravis d'organiser ces webinaires. Donc, on remercie tous les intervenants et tous les modérateurs qui ont participé à cette série de webinaires. Et bien sûr, nous remercions aussi les internautes qui ont suivi de manière assidue cette série de webinaires. Très Voilà, bien. rendez-vous sur notre site Jardine Autrement pour si vous avez des questions. Eh bien, Merci. merci Bonne Gilles, journée à merci tous. Joseph, Merci, à merci bientôt Inès et aux ce- autres. Ouais, ce- merci pour l'organisation. Merci. et